Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Morgane of Glencoe. Bienvenue à elle. Alors Morgane, vous avez votre troisième tome de la dernière geste qui vient de paraître, Ordalie, non, qui va paraître, Ordalie. Oui, il est en avant-première aux Imaginales, mais ne sera disponible en librairie que le 20 octobre. Donc c'est le moment d'aller sur le stand des éditions ActuSF ou celui du libraire pour l'acquérir donc et le faire dédicacer. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment cette saga est née? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou en fait c'est quelque chose que vous aviez mûri vraiment très 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 longtemps? La première image que j'ai eue de la dernière geste, c'est euh, une nana en kimono accoudée à un zinc de bar parisien. Il y avait je sais pas pourquoi j'ai imaginé ça, ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais il y avait une espèce de dissonance chelou. Et, euh, et du coup, après, en fait, c'est de cette image qu'est née Yuri. Donc, cette princesse japonaise qui atterrit à Paris dans des circonstances originales. Originales, c'est bien. Oh, c'est bien, original. Fracassante. Fracassante, c'est pas mal non plus. C'est surtout que c'est fracassant par la suite. Oui, ça fracasse un peu après. Bref, la fracassitude n'est pas immédiate. Je ne suis pas sûre que fracassitude soit un mot. C'est pas grave. Oui, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, donc voilà, c'est comme ça qu'est née la dernière geste. Et le tout arrosé avec une grosse sauce celtique, parce que moi je peux pas faire un truc sans que ça finisse avec un triskel quelque part. C'est génétique, d'accord? On voudrait pas. Et voilà, et à la fin, bah, boum, ça a fait la dernière geste. Voilà. Et tout de suite, vous avez su que ça allait être vraiment un très grand cycle ou en fait, en écrivant le premier volet, vous vous êtes dit il faut que j'écrive la suite, ça va me prendre Non, tout j'ai ça. toujours su qu'il y aurait 5 tomes et je sais ce que contient chacun des 5 tomes en gros. Voilà. Pas dans le détail, ça en général ça vient en écrivant, mais je sais où je vais en fait. Je sais la fin. Voilà. Et donc j'ai toujours su qu'il y aurait 5 tomes et je savais en gros pourquoi il y aurait 5 tomes et à quoi correspondait le fait qu'il y ait 5 tomes et à quoi correspondait chacun des tomes. Genre, pas de place au jardinage au milieu, quoi. C'est Alors, en fait, déjà, j'aime pas direct. du tout le truc de Jardin. jardinier architecte parce que ça donne un côté extrêmement froid à ce qu'on appelle l'écriture structurelle, alors que c'est pas vrai du tout, que c'est quelque chose de froid, ni d'urbain d'ailleurs. Non, moi je suis touriste. Voilà, j'ai la liste des lieux à visiter. Comment je vais y aller? Aucune idée. À pied, à cheval, en bateau, à reculons, à cloche-pied. Sans doute, je ne sais pas, en nageant. Je sais qu'ils sont là. Je les ai jamais vus. Mais je sais qu'ils sont là et je sais que je vais y aller. Voilà. Et je sais même pas avec quel personnage je vais y aller. Je sais pas qui va m'accompagner sur la route. Ah, Mais donc finalement, il y a encore un peu d'impro par rapport au début et à la fin. en fait, non, parce que je sais quels personnages vont faire tout le chemin quand même. Je sais juste pas lesquels vont m'accompagner combien de temps, qui va arriver et qui va repartir. Un Voilà. peu quand on lit le Trône de Fer, quoi. On sait pas qui va mourir au prochain chapitre. Ouais, sauf que je crois qu'en fait, George Martin prend un certain plaisir à tuer ses personnages pour le choc narratif. Et moi, c'est pas du tout quelque chose que je prends plaisir à faire. Euh... Prendre le d'éternuer. En fait, si un personnage doit quitter l'histoire, il n'est pas obligé de mourir pour ça. Déjà, il y a pas mal de personnages qui quittent l'histoire pour qui tout va bien. C'est juste que leur histoire, elle est finie là. Et ceux qui meurent, il y en a. Mais ils meurent pour eux. Jamais je laisserai un personnage mourir s'il n'y a pas une bonne raison à ce qu'il meurt. Soit c'est parce que son histoire est finie, soit c'est parce qu'il y a une raison logique à ce qu'il meurt. Donc voilà, donc à la réponse, c'est-à-dire que je sais où je vais. C'est-à-dire je suis pas là juste à commencer l'histoire et à pas savoir où je vais. Je sais où je vais, je sais parfaitement où je vais. Je connais pas le chemin précis, je sais en gros, voilà. C'est plutôt qu'en fait je vais m'arrêter pour découvrir des trucs sur le chemin que j'avais pas forcément noté sur mon planning, mais par contre je sais où je vais en fait. C'est pour ça que je dis je suis pas. Et puis j'aime pas la division jardinier architecte en fait. Oui, c'est trop manichéen. Déjà c'est ultra manichéen, en plus rien que de le dire comme ça montre une préférence pour l'un des deux termes et c'est pas très cool en fait parce qu'en vrai les deux sont valides.
et tous les intermédiaires entre les deux aussi. Voilà. Tout à fait. Et la seule bonne méthode d'écriture, c'est celle qui convient à l'auteur. Exactement. Ou à l'autrice. Ou à l'auteurice. Et au niveau de l'intrigue, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors peut-être plutôt sur finalement le tome 1, puisque si on commence à révéler ce qui se passe dans le tome 3, ça va être un petit peu dommage. Ouais, ça va pas aider, surtout que bon, le tome 3 a un titre qui déjà résume un petit peu un certain nombre de choses. En fait, je sais pas du tout comment on résume la dernière geste. Estelle Faye a dit que mes livres étaient impossibles à résumer et je souscris à cette idée. Mes livres sont impossibles à résumer. Le destin de deux jeunes filles. Ah bon, c'est qui la deuxième? Bran. C'est pas une fille? C'est une Selkie, mais enfin. Ah non, c'est pas une fille. Bran est un personnage à genre dont on ne sait absolument pas ce qu'il y a en bas, qui se genre au féminin parce que son espèce est genrée au féminin. Il y a des baleines mâles, hein, et pourtant tu dis quand même une baleine. C'est vrai. Mais bon, comme on a plus tendance à utiliser finalement elle, je crois. Oui, elle se genre. Oui. Bran est un personnage à genre qui se genre au féminin. Parce que d'accord. le nom de son espèce, mais ça n'en fait pas une jeune fille. Ça n'en fait pas une fille du tout. Je veux pas que... C'est un des gros problèmes que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de Bran un personnage féminin. Bran n'est pas un personnage féminin. Bran est un personnage neutre, genré au féminin, parce que son espèce se genre au féminin. Et c'est seulement pour ça, ou c'est quelque chose que vous aviez de toute façon envie de glisser dans vos romans? La question de genre? La question du genre, c'est une des questions centrales quand même du tome 1. On a complètement dévié de la question originelle, mais ce n'est pas grave. Tout à fait, mais c'est pas très grave. Non, la question du genre, elle est explorée, réexplorée, et voilà, dans le tome 1, et dans le tome 2, et dans le tome 3, et dans le tome 4, et dans le tome 5 aussi d'ailleurs, sous différents prismes. Mais pour moi, c'est hyper important. On n'a quasiment aucune représentation de personnages non binaires, alors que... Alors, il y a des gens qui disent que c'est une mode. J'ai envie de vous dire, le Chevalier d'Éon, c'était une mode peut-être. Voilà, c'est-à-dire que des personnes, des êtres humains non binaires, on en a des exemples à travers l'entièreté de l'histoire de l'humanité. Si on prend 3 secondes pour les chercher, en fait. Le plus flagrant, c'est le Chevalier d'Éon, voilà. Que à sa mort, ils ont quand même été jusqu'à autopsier son cadavre pour savoir. Oui, pour savoir si c'était un homme ou une femme. Ouais. Tout à fait. Voilà. À une époque où toucher à un corps mort, c'était quand même quelque chose d'encore très tabou. Donc c'est dire si en fait cette personne avait réussi à vivre son truc jusqu'au bout. Voilà. En fait, on a très peu de représentations dans la fiction de personnages non binaires, et voire en fait la fiction a tendance à rendre encore plus binaires les genres même. En fait, des fois. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas écrire un personnage féminin correctement. Voilà, y compris des auteurs pros, hein, qui du coup n'en écrivent pas, ce qui est peut-être une bonne idée ou pas, je ne sais toujours pas. Mais du coup, oui, au niveau de l'intrigue, voilà. Finalement. Voilà, en tout cas c'est important que... Puis en fait d'ailleurs ce serait hyper arbitraire de déclarer que Bran et Yuri sont les personnages principaux. Oui, en même temps c'est très difficile, mais c'était pour essayer de donner une piste de départ. Yuri est un personnage principal, ça c'est certain. Bran est une... Bran et Bran, voilà. Bran vit sa vie de Bran. Je vais faire le résumé que je fais d'habitude aux gens quand ils me disent « Mais de quoi ça parle ?» Je vais vous dire, il y a des fées, des légendes celtes, des flingues, des trains géants, un chat qui change de couleur et une princesse qui a beaucoup trop de répartie pour son propre bien, et débrouillez-vous avec ça. C'est une bonne réponse. Non mais je sais pas faire autrement, ok. C'est pas... Voilà, il n'y a rien qui est logique. Voilà. Et pour Yuri, comment vous l'avez créé en fait? C'était juste l'image que vous avez eue tout au début? Après, vous avez dû faire des recherches? Où il y a eu des inspirations par rapport à d'autres écrits, des films? Alors, il y a une partie du personnage de Yuri, une partie, hein, parce que c'est loin d'être tout, qui en fait est tout simplement inspirée d'une personne bien réelle. Voilà. Qui a une classe naturelle assez incroyable, et j'ai essayé de retranscrire ça dans Yuri, de toujours lui garder cette espèce de classe naturelle, d'élégance naturelle qui sort toute seule comme ça, sans que personne ne lui impose.
Et par-dessus, j'ai remis le carcan d'une éducation japonaise traditionnelle. Oh là là. Et puis en fait, après, Yuri s'est construite toute seule en tant que personne, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui s'est révélé. Je savais que ça allait être avec elle qu'on allait faire toute la saga. Je savais que c'était avec elle. Ce que je savais pas, c'était sous son éducation qui était la personne qui était là. Et dans Ordali, enfin, finalement, je commence à savoir qui est Yuri et quel est son vrai caractère une fois qu'on lui enlève tout ce qu'on a voulu lui imposer, en fait. Tout ce qu'on a voulu... Tous les cadres dans lesquels on a voulu la faire rentrer, ils sautent dans les 2 premiers tomes. Et dans le 3e, du coup, elle est enfin elle-même. Et c'est une personne formidable, en fait. C'est aussi un caméléon social incroyable. Et depuis le tome 1, par contre, il y a un truc que je sais et que j'ai vite réalisé. Yuri est un personnage avec une capacité d'adaptation absolument incroyable. En fait, je crois que s'il y a un truc qui l'a défini de bout en bout, c'est sa capacité à s'adapter. Il faut dire que dans le tome 1, on la pousse un petit peu du haut de la falaise. Hein. Elle s'auto-pousse elle-même du haut de la falaise. C'est ça qui est intéressant. C'est elle qui choisit de se jeter dans le vide. Bon, elle s'aperçoit vite qu'elle savait pas voler, mais... Oui, il y avait quelques cailloux au bas de la falaise, certes. Voilà. Il va falloir apprendre à nager très vite. Finalement, elle arrive à faire de l'apnée, si j'ai bien compris. Ouais, l'apnée, ça fonctionne bien. Elle est championne d'apnée. Donc la dernière geste, c'est aussi la rencontre de 2 univers, finalement. L'univers féerique, l'univers humain. Comment est-ce que vous avez choisi de mélanger ces 2 univers ? Et est-ce que vous avez dû faire des choix au niveau des créatures ? J'ai pas intégré tout le bestiaire celte parce qu'on s'en sortait pas. Hein. Ah oui. On va être très clair, on s'en sortait pas. En revanche, non, j'ai pas trop fait de concessions. Ça s'est fait assez naturellement. Il y a des créatures que de toute façon je savais que j'allais pas mettre parce que ça s'y prêtait pas. En fait, des fois, comme dit Estelle Faye, je recite Estelle Faye, voilà, on est propre. Elle dit l'une des meilleures leçons d'écriture, l'un des meilleurs livres pour apprendre à écrire, c'est Le gâteau 100 fois bon. Voilà. Ah oui. Voilà. Et c'est un père castor. Ouais, c'est un bouquin pour enfants. Mais oui. Oui, où il y a deux petits animaux qui veulent faire un gâteau 100 fois bon. Oui, c'est un... On fait une petite parenthèse, oui, c'est un chien et un chat. Le chien est malade et le chat, pour lui remonter le moral, il commence à faire un gâteau, puis à la fin, il met tout ce qu'il y a dans le frigo. Voilà, parce qu'en fait, il veut faire plaisir, donc il veut mettre tout ce qui est bon. Et le problème, c'est que du coup, tout ce qui est bon, ça va pas forcément tout ensemble. Ah non, la saucisse avec le chocolat dans le gâteau. Voilà, et encore que c'est pas le truc le plus bizarre qui est fini dans cette histoire. Donc en fait, du coup, le tri s'est fait assez naturellement en fait dans les légendes celtes. Le tri s'est fait entre ce qui était adapté à cet univers et ce qui ne l'était pas. Et c'est venu un peu tout seul en fait. Voilà. Oui, je m'étais demandé si c'était un petit peu en fonction de leurs aptitudes, genre les feux follets, les selkies. Il n'y a pas de kelpie, je crois pas. Alors non, il n'y a pas de kelpie. Voilà, notamment c'était l'exemple qui m'était venu, il n'y a pas de kelpie. Il y a des selkies, mais il n'y a pas de kelpie. En même temps, alors comment dire, mettre des chevaux squelettes cannibales au milieu du décor, je sais pas où je les intégrais là. C'est vrai. Voilà. Là vraiment, je sais pas où je les casais quoi. C'est comme il n'y a pas de puka ou de brownies. Les pukas c'est des change-formes. Techniquement il pourrait y en avoir des pukas, je n'ai pas intégré. Il y a des korrigans par contre, c'est une sous-espèce de sylphe, c'est des sylphes pygmées, voilà. On les a pas encore rencontrés, on les verra dans le tome 4, mais il y a des korrigans, voilà, un peu adaptés, ce qui est déjà pas mal. Bon, alors il y a les personnages principaux, mais qui sont pas si principaux que ça, parce que vous avez des personnages aussi secondaires qui sont très importants. Comment est-ce que vous faites pour calibrer leur degré d'implication ? Ça revient un petit peu sur ce que vous avez dit auparavant, mais est-ce que finalement c'est quand ils vous suivent dans l'histoire que... C'est eux qui le calibrent en fait. Ouais, c'est pas moi. Ils le font de même. C'est pas moi. C'est moi qui les crée, donc quelque part si, mais en fait non. C'est eux qui choisissent en fait leur degré d'implication. Dans le tome 3 par exemple, on revoit un personnage qu'on a vu dans le tome 1. Voilà. Refait un petit comeback. Sauf que voilà, elle devait faire un coucou et en fait non, elle fait pas un coucou, elle fait à elle toute seule un bon 5e du livre. Ah ouais. Ouais, elle a décidé. Très bien. Alors je l'ai laissé faire.
Voilà. Et à contrario, on parlait de Bran et on ne voit presque pas Bran du tome 3. D'accord. Voilà. Mais il y a de bonnes raisons. Et on sait pourquoi. Donc vous saurez pourquoi. Et voilà, mais on voit Bran un chapitre. Ah oui, non, oui, c'est pas beaucoup. Mais c'est pour ça, du personnage principal, en fait, même la différence personnage principal, personnage secondaire est floue, en fait. C'est pour ça, en fait, comment calibrer le rôle de chacun pour donner un peu... Je sais que Yuri est le personnage principal. Voilà, ça c'est à peu près la seule certitude que j'ai. Voilà. Techniquement, dans ma tête, le trio de tête, déjà, c'est pas un duo, c'est un trio, parce que le troisième, c'est Ren. Et je pense que, du coup, au moment où je le dis, je vois l'approbation. Oui, en fait, Ren est un personnage très important aussi. Et de quoi ? Oui. Mais en vrai, oui, bon, il y a le personnage principal, c'est Yuri. Et puis il y a tous les autres. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de petit personnage qui ne sert à rien, quoi. C'est vraiment tout le monde a quelque chose à faire, en fait. Ouais. Même un personnage... Laisse sa trace, a une importance à un moment ou à un autre de l'histoire, quoi. Ouais. Ça, c'est super. Et je m'attelle à nommer beaucoup d'entre eux parce que j'aime pas laisser quelqu'un sans nom. C'est trop triste. Alors, on le voit beaucoup dans le premier volet, quand ils sont... elles rencontrent une population qui est assez cosmopolite, et c'est vrai que on rencontre tout le monde est nommé, tout le monde a sa petite description. On s'attache à tout le monde, en fait. Et il y a un lecteur tout à l'heure qui est venu me dire que justement c'était foisonnant, mais que ça ne l'avait pas perdu. Parce qu'en fait, chacun d'entre eux a tellement l'air d'avoir une histoire derrière. Et oui, en fait, chacun d'entre eux... En fait, des fois, ils ont des fiches personnages. Et des fois, la fiche personnage est beaucoup plus longue que l'apparition effective dans le livre. Parfait pour la prochaine question. Fiche personnage, est-ce que ça a un rapport? Vous aimez le jeu de rôle? Oui. Un petit peu. Est-ce que... un petit peu, c'est un euphémisme. Est-ce que finalement le jeu de rôle a une incidence sur l'écriture, la façon dont vous écrivez, dont vous construisez vos histoires, et inversement peut-être? Alors, je sais que être autrice et faire du JDR, ça implique de faire très attention au metagame, au métajeu, parce que des fois, je sais où le MJ veut nous emmener. Au bout de 10 minutes de jeu, je suis là, ton personnage ne sait pas, Morgane. Ah. Et je m'auto-censure, parce que moi je sais, parce qu'en fait je vois arriver la ficelle narrative, parce que je vis dedans en fait, les ficelles narratives, donc au bout d'un moment, voilà. Mais ouais, je pense que ça impacte. Alors, il faut savoir que je suis une grosse fan de jeux de rôle. C'est mon loisir préféré et je le pratique sans aucune modération. Que ce soit en GN ou sur table, voilà, sauf en jeu vidéo. Je ne joue toujours pas aux jeux vidéo, je suis désolée, personne n'est parfait. Je pense que ce que ça influe, c'est que quand on joue en JDR, chaque personnage joueur est aussi une personne humaine, en fait. Et en fait, ça fait qu'en fait, je traite chacun de mes personnages comme une personne. Je suis littéralement la joueuse de chacun d'entre eux. Ce qui fait que je joue beaucoup de personnages en même temps. Mais c'est pas grave. Et du coup, je pense que oui, ça influe au moins sur l'attention, le fait de prêter attention, particulièrement en GN. C'est des gens qu'on a en face, c'est des vrais gens. Vous voyez, en GN, on se costume dans son personnage et on va le jouer. Et voilà, et on peut pas ne pas voir une personne. Et je pense que ce que ça m'aide à faire en JDR, en roman, c'est que du coup, je traite chacun de mes personnages comme une personne. Et je me rappelle, c'est un peu comme si chacun d'entre eux avait un joueur ou une joueuse. Ce qui permet de donner aussi plus de profondeur, peut-être aussi. De le rendre crédible. Oui, bah c'est ça. En fait, c'est l'effet de... Du coup, je traite chacun de mes personnages comme une personne. Avec tout ce que ça implique. Et du coup, j'ai l'impression que ça leur donne beaucoup de densité naturelle. Ok, ça se tient. Et maintenant, Cordalie est sur le point de paraître. Je suppose que vous êtes en train de travailler sur le 4e. Ouais, alors je vais volontairement pas dire le titre du 4 parce que déjà que Ordalie n'est pas très, comment dire, transparent sur ce qu'il va y avoir dans le livre. Si je donne le titre du tome 4, je spoil le 3. Non, on va éviter. Ouais, on va éviter, je suis désolée. Et donc oui, je bosse sur le 4, ça va être un monstre. Je suis à 925 000 signes sur Ordalie, je sais que je vais dépasser le 1 000 000.
Très bien. Voilà. Ça nous fera plus à lire. C'est ça prendra un peu plus d'heures à lire, beaucoup plus d'heures à écrire. Oui, le tome 4 est en route. C'est... Ouh là là. D'autres projets littéraires ou c'est déjà suffisant? Non, si, d'autres projets littéraires. J'ai très envie de... En fait, j'ai pas envie qu'il y ait d'après La Dernière Geste. De pas revenir, genre La Dernière Geste est terminée, pas de préquel ou... Ah si. En fait, je crois qu'il y aura jamais d'après La Dernière Geste, dans le sens où si j'écris tout ce que je veux écrire dans La Dernière Geste, déjà j'en ai pour 20 ans. Mais aussi, je veux pas être que l'autrice de La Dernière Geste. Même si j'adore cet univers, c'est de loin mon préféré de tous les univers que j'ai créés. Mais j'ai aussi envie d'écrire pour d'autres publics. En particulier, je voudrais écrire un peu plus pour les enfants et un peu plus pour que les adultes. Parce que La Dernière Geste, disons-le, c'est 13 ans et plus. Le plus étant... Très long. Très long. Voilà, très très long. Enfin, voilà. Comme je disais, La Dernière Geste, c'est une saga qui est écrite pour tout le monde, mais accessible dès 13 ans. Écrite pour les adultes, mais accessible dès 13 ans. Pour les jeunes adultes, mais accessible dès 13 ans. C'est pas un livre pour ados qui perdurerait jusqu'à l'âge adulte. Enfin, je ne sais pas si c'est... C'est bon. C'est bon, c'est valide. Oui. Voilà. Et là, j'ai un projet, du coup, de roman de science-fiction, qui sera un one-shot, pour le coup. Plus orienté adulte. C'est la faute à Jérôme Vincent, c'est parce que quand j'écris dans une nouvelle dans l'anthologie des Utopiales, il m'a dit mais t'en ferais pas un roman? Et je fais est-ce que c'est une bonne idée? Les Utopiales 2021? Non, les Utopiales 2020, celles qui furent annulées. Mais dont on peut retrouver quand même l'anthologie. Voilà, aux éditions AQSF. C'est ça. Voilà. Enfin, sur internet, de partout quoi. Voilà, et du coup Jérôme Vincent avait lu la nouvelle et il m'avait dit mais ça appellerait quand même un peu plus quoi. Et bah ça a appelé un peu plus. Donc voilà, donc du coup vous pouvez déjà voir un aperçu de ça. Et je voudrais aussi écrire un truc pour les 9-10, enfin 9 ans et plus, à base de légendes bretonnes, mais cette fois de légendes bretonnes, c'est-à-dire pas adaptées. Je voudrais faire un truc qui se passe à notre époque, mais avec les légendes bretonnes. J'ai pas encore... voilà, c'est encore un projet très... Dans ma tête, je sais où je veux aller, pareil, je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je veux vous faire visiter. Pour le coup, ça fait un peu tourisme en Bretagne, ça. Voilà. Mais en respectant, parce qu'en fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui adaptent les légendes de tout poil, dont les légendes celtes. Mais du coup, c'est aussi intéressant de ne pas les adapter et de montrer ce qu'elles sont à l'origine. Voilà. Donc, du coup, c'était un peu mon idée. Voilà. Ok, bah, ça promet du beau et du bon. Puis entre-temps, je sors des albums de musique quand même. Hein. Ça comme faut pas oublier. Faut faire un album, un livre, un album, un livre, un album. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un bon festival. Merci.